Voici maintenant le temps que je vous propose la définition de la philosophie que j'ai forgée avec le temps depuis que j'enseigne ce cours de philosophie et rationalité. Lorsqu'on aborde une nouvelle discipline, bien souvent, on va utiliser une technique qui va nous permettre de bien cerner quelle est cette discipline. On va en faire ainsi une définition théorique en voyant quelle est la méthode de la philosophie, quel est son objet, ça s'occupe de quoi la philosophie, et quels sont les projets de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La définition que je vous propose est la suivante. N'ayez crainte, on va la découper en petits morceaux et on va l'analyser. On va analyser le concept de manière systématique. La philosophie est une réflexion critique sur les questions fondamentales. Son projet est ouvert, évolutif et pluriel. D'abord, la méthode de la philosophie. De quelle manière est-ce qu'on fait de la philosophie? Si on était en sciences, on irait observer des phénomènes avec nos sens, avec des instruments, on partirait de l'observation. L'observation est importante en philosophie, mais simplement comme un ingrédient de la recette. En fait, la technique qu'on utilise, la méthode qu'on utilise en philosophie, c'est la réflexion. C'est donc une discipline qui est spéculative. On utilise nos facultés cognitives pour réfléchir à différents sujets. On verra à quel objet. Réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons quelques temps pour réfléchir à ce que ça veut dire réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir? On va se donner la définition suivante. Réfléchir, c'est suspendre temporairement son adhésion à une opinion pour prendre le temps de l'évaluer. Alors, voyons voir. Suspendre temporairement son adhésion à une opinion. Suspendre temporairement, en fait, vous connaissez ça, c'est le fameux pause sur lequel on appuie pour prendre le temps de réfléchir, pause à la télécommande, on arrête le film, on arrête la capsule vidéo, ça va trop vite. Alors, c'est important de suspendre temporairement son adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'est plus certain. On dit « Oh, jusqu'ici, je pensais ceci, je pensais cela, mais est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser ça? Est-ce que c'est une bonne idée à avoir pour moi? » Donc, suspendre temporairement son adhésion, on adhère à une idée, à une opinion, à une idéologie. Alors ça, on va suspendre son adhésion. À quoi? À une opinion. Comme on dit, ça peut être une idéologie, une idée, une tendance, un courant. On va résumer ça dans le mot opinion pour prendre le temps de l'évaluer. Parce qu'en effet, quand on est dans le tourbillon de la vie, on n'est à peu près pas capable de réfléchir. C'est pourquoi, quand on a besoin de réfléchir, on va avoir tendance à sortir du tourbillon de la vie. On n'est pas obligé d'être seul, on peut être entouré, mais on va être dans une petite bulle, on va être comme dans un petit cocon où, avec la personne ou les personnes avec qui on va avoir le sentiment qu'on a un espace pour penser. Quand on est dans le tourbillon de la vie ou quand il y a 100 000 notifications qui nous popent tout le temps avec nos appareils, des bip-bip et tout ça, c'est très difficile de réfléchir. Alors, réfléchir, pour commencer, eh bien, il faut se mettre en disposition de réfléchir. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis dans la bonne disposition? Est-ce que je suis dans un contexte où je peux réfléchir? Et est-ce que je suis capable de dire, jusqu'ici, je pensais ça, et poup, ben là, je vais avoir un petit doute. Il va y avoir un point d'interrogation au-dessus de ma tête qui va apparaître, et je vais me dire, peut-être que cette idée qu'on m'a donnée quand j'étais petit, que la société m'a mis dans la tête ou que j'ai moi-même imaginé, est-ce qu'elle est si bonne? Réfléchir, ce n'est pas tout. Parce qu'on peut réfléchir de bien des façons. Donc, on peut avoir une réflexion artistique, on peut avoir une réflexion scientifique. Il y a toutes sortes de façons de réfléchir. Quel sera le propre de la réflexion en philosophie? C'est qu'elle sera critique. Maintenant, critique, c'est un mot généralement détesté. Au premier abord, là, si je faisais un vox pop, aimez-vous ça, la critique?
généralement, il y aurait une majorité qui dirait non. La critique, c'est les gens qui critiquent, c'est des gens qui se mêlent pas de leur affaire, ils n'arrêtent pas de critiquer, ils font des jugements, et ça, c'est négatif. Donc ça, dans l'esprit général, souvent, on associe la critique à du chiolage. On associe la critique aussi à quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires, qui vient donner son avis. En fait, quand on entre dans la pratique philosophique, ceci devient quelque chose de très utile et très intéressant. C'est très pertinent. Non, pas de chialer. Ça, non. Critiquer, c'est pas chialer. Critiquer, c'est pas être jamais content. OK? C'est pas que « oh, il fait chaud, il fait froid, j'ai pas assez ci, j'ai trop ça. » Bon, c'est pas ça du tout, critiquer. Critiquer, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer son esprit critique. Et bien sûr, quelqu'un qui développe son esprit critique, ben, il va l'utiliser. Il va l'utiliser sur lui-même, il va remettre en question ses propres idées et il va aussi l'utiliser face à sa société, face aussi à son entourage, s'il pense que quelqu'un dans son entourage se trompe, a une mauvaise idée ou fait un mauvais choix dans sa vie. Dire « Écoute, mon ami, je trouve que tu es mal parti. Tu t'es inscrit au cégep, tu ne viens pas à tes cours, tu fais juste être 15 heures par jour sur ta console de jeux vidéo. Je sais pas, là, j'ai le sentiment que tu es en train de déraper. » Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui fait rien que pas se mêler de ses affaires, puis être fatigant, puis être chialeux, puis être jamais content? Non. C'est probablement un bon ami qui se rend compte, en fait, qui veut amener la personne en question à dire « Wow, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? » Donc, oui, la pratique de l'esprit critique ou de la réflexion critique, elle peut être jugée extrêmement fatigante. Comme on le verra plus tard dans la session, ils ont tué Socrate. Socrate était un philosophe de la Grèce antique. Il passait ses journées à discuter, à philosopher sur la place publique et bien sûr à critiquer les riches, à critiquer les gens au pouvoir, à critiquer les avocats qui se faisaient payer cher pour défendre finalement n'importe qui n'était pas nécessairement honnête, qui était à mentir. Et Socrate critiquait même aussi les enseignants qui se faisaient payer pour enseigner. Pour lui, le savoir devait être une transmission gratuite. Alors, il critiquait tout le monde, Socrate, et au bout d'un certain temps, eh bien, Athènes, c'était une démocratie, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes, c'était les citoyens hommes libres d'Athènes, donc les esclaves étaient pas inclus, les femmes non plus, mais les citoyens qui avaient le droit de vote à Athènes se sont réunis suite à une accusation de Socrate, dont je vous parlerai plus tard, de quoi est-ce qu'on a accusé Socrate, et au final, il a été condamné à mort. Ils s'en sont débarrassés parce que, comme tel, le philosophe, la pratique de l'esprit critique, ça dérange. Ça fait sortir de sa zone de confort. Alors, ça dérange, ça fait sortir de la zone de confort. Pour certaines personnes, c'est extrêmement désagréable et ils passent à peu près toute leur énergie à éviter de sortir de la zone de confort. Pour d'autres, ou encore, à un moment donné de la vie, on se rend compte, si je ne sors pas de ma zone de confort, je n'évoluerai pas. Je ne m'améliorerai pas, je ne changerai pas ma vie, je n'améliorerai pas mes conditions de vie. Donc, ça peut être intéressant de sortir de la zone de confort parce que c'est ce qui nous amène à cheminer, c'est ce qui nous amène à évoluer. Alors oui, c'est fatigant, mais quand on réalise l'immense valeur d'avoir en soi l'esprit critique ou d'avoir dans notre entourage quelqu'un qui développe leur esprit critique et qui le font bien avec des bonnes raisons, pas juste de même n'importe quoi, eh bien on se rend compte que c'est une grande richesse. Lorsqu'on veut développer son esprit critique, ce qui est le cas du cours de philosophie ici dans lequel on est, philosophie et rationalité, on découvre qu'il y a 3 chantiers pour développer son esprit critique. Le premier chantier consiste à reconnaître ses préjugés et abandonner les idées qui ne résistent pas à l'examen critique. Il est normal d'avoir des préjugés. En fait, les préjugés, c'est pas seulement des vilaines idées méchantes.
immorales, comme par exemple avoir un préjugé sur les Noirs, avoir un préjugé sur les homosexuels, sur les handicapés. Donc, en effet, ce genre de préjugé est clairement négatif et destructeur pour les personnes. C'est donc important de les abandonner. Souvent, vous avez entendu parler des préjugés de cette manière-là. Les préjugés, c'est des fausses idées qu'on a et on doit absolument s'en débarrasser. En fait, ce qu'on va se rendre compte en philo, c'est que préjuger, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui n'a pas été jugé. C'est ce qu'on pense avant d'avoir pris le temps de réfléchir, avant d'avoir pris le temps d'évaluer notre idée. On ne pourrait pas avoir aucun préjugé parce que c'est impossible. Il y a des millions de choses qu'on apprend dans la culture, qu'on nous transmet et qu'on n'a pas le temps de vérifier chaque personne. Est-ce qu'on va recommencer à zéro tous les apprentissages que les êtres humains ont fait depuis les générations, des millénaires, voire des millions d'années que l'espèce humaine existe? Pas juste Sapiens, qui a 200 000 ans, mais toute l'espèce humaine, toute la famille humaine qui s'est transmise ces apprentissages de génération en génération. Donc, ça serait impossible de tout remettre en question pour une seule personne. Alors, c'est normal d'avoir des préjugés, c'est normal d'avoir des idées pour lesquelles, des idées qu'on a dans la tête et qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Il y avait un philosophe qui s'appelle Descartes, qui est un philosophe français du 16e siècle, et qui a proposé une autre analogie. On a vu une analogie dans l'autre capsule, l'analogie du train. Je vous rappelle, l'analogie, c'est A ressemble à B parce que, et voici les raisons. Donc, pour Descartes, l'esprit humain est comme un panier vide à la naissance qui se remplit de pommes. Alors, l'esprit humain est un panier de pommes et l'enfant qui naît arrive et apprend. Les parents lui disent des choses, ses voisins, son village, ses professeurs. Donc, tout le monde remplit le panier de pommes. À ça, on ajoute aujourd'hui les médias, on ajoute les films, on ajoute toutes les communications dans lesquelles on est. Donc, ça nous met des pommes dans notre panier, ça nous met des idées dans notre esprit. Descartes disait... une tâche importante de la personne, donc reconnaître ses préjugés, c'est de dire quelle idée j'ai dans la tête que je n'ai jamais réfléchi et de faire le ménage le plus possible là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des caisses de pommes ou un gros paquet de pommes, mais s'il y en a une qui a été, par exemple, poquée, frappée, elle va avoir tendance à pourrir plus vite. Eh bien, les pommes pourries, si vous avez une pomme pourrie dans une belle caisse de pommes, toute croustillante et toute fraîche, en quelque temps, la pomme pourrie va avoir contaminé tous les autres et les pommes vont rapidement pourrir de manière accélérée. Donc, Descartes utilise la métaphore ou l'analogie du panier de pommes pour dire les idées, c'est comme, ou l'esprit humain est comme un panier de pommes, plein de pommes. Dans ces pommes qu'on a mis dans notre panier, il y en a qui sont pourries, alors c'est important de faire le ménage. Alors, le premier chantier d'un esprit critique, reconnaître ses préjugés, puis abandonner les idées ou les pommes pourries, les idées qui ne résistent pas, donc, à l'examen critique. Comme tous les chantiers, ce n'est jamais terminé, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de la vie.